Bonjour. On pense souvent que le français, c'est une montagne de règles compliquées à mémoriser. Et si on changeait complètement de perspective? Si on voyait la langue comme un grand jeu de construction? C'est ce qu'on va faire ensemble. On va l'assembler brique par brique pour comprendre comment tout ça fonctionne, des fondations jusqu'aux plus belles finitions. Notre plan de construction va se faire en 4 grandes étapes. D'abord, on va poser les fondations, les mots, tout simplement. Ensuite, on installera le moteur qui fait tout tourner, les verbes. Après ça, on regardera le plan d'ensemble pour comprendre comment les textes sont organisés. Et pour finir, on s'attardera sur la touche artistique, ce qui rend chaque texte unique. Allez, on s'y met. Tout part de la plus petite unité possible, le mot. C'est notre matériau de base. Avant de pouvoir construire un mur, il faut bien comprendre la nature de chaque brique, n'est-ce pas? Pour que ce soit bien concret, partons d'une phrase toute simple, que Camille aurait pu dire. Elle raconte son week-end. C'est du vécu, c'est facile à comprendre, et c'est un point de départ parfait pour notre analyse. Et là, la question qu'on doit se poser est toute simple. À quoi sert chaque mot dans cette phrase? Parce que vraiment, rien n'est là par hasard. Chaque mot a une mission, un rôle bien précis. Mais comment on fait pour identifier ce rôle? Eh bien, c'est là qu'on découvre une idée super importante, la nature grammaticale. C'est un peu comme la carte d'identité d'un mot. Peu importe sa place dans la phrase, sa nature, elle, ne change jamais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en français, il n'y a que 10 natures possibles, c'est tout. Et les voici, ces fameuses 10 natures. Pour s'en souvenir, on peut les imaginer en 2 grandes familles. D'un côté, les mots qui peuvent changer, qui s'accordent, ce sont les variables. De l'autre, les mots qui ne changent jamais, les invariables. Dans les variables, on a le nom, qui est un peu le noyau, accompagné de son déterminant, de l'adjectif qui le qualifie et du pronom qui peut le remplacer. Et puis il y a le verbe, celui qui crée l'action. Dans les invariables, on a tous les petits mots qui connectent et précisent. Les adverbes, les prépositions, les conjonctions, et voilà, on a toute l'équipe au complet. Prenons un petit exemple pour voir comment ça marche. Le déterminant. Ce petit mot a l'air de rien, mais il est essentiel. Il se place juste avant le nom et nous donne 2 infos capitales. Si le nom est masculin ou féminin et s'il est singulier ou pluriel. Le nous dit que marcher est masculin, ma que sœur est féminin. C'est simple, mais c'est la base de l'accord en français. Ok, on a nos briques. Mais des briques toutes seules, ça ne fait pas une maison. Il faut quelque chose pour les lier, pour créer du mouvement, de l'action. Et ça, c'est le rôle du verbe, le moteur de la phrase. Parce que c'est bien le but, non? Raconter des histoires. Et très souvent, comme Camille, on raconte des choses qui se sont déjà passées. Alors comment on fait pour voyager dans le temps avec des mots? Eh bien, pour ça, on a un outil ultra courant en français, le passé composé. Et en fait, sa construction est assez simple. On prend un verbe assistant, qu'on appelait un auxiliaire, et on lui ajoute le verbe principal, mais sous une forme un peu spéciale, le participe passé. C'est une construction en 2 temps. Alors le truc, c'est qu'on a le choix entre 2 assistants seulement, avoir ou être. Avoir, c'est le choix par défaut, celui qu'on utilise la plupart du temps. Et puis être, lui, il est réservé à une liste de verbes bien précise, souvent des verbes de mouvement comme aller, partir, venir, et aussi pour tous les verbes qu'on appelle pronominaux, comme se laver ou s'habiller. Ce choix suit donc une logique bien claire. Attention, c'est là que ça devient intéressant. L'accord du participe passé. La règle change complètement selon l'auxiliaire. Avec être, c'est facile, on est tranquille, on accorde toujours avec le sujet. Camille dit « je suis allé » avec un « e » parce que c'est une fille, logique. Mais avec avoir, là c'est un peu plus subtil. L'accord se fait, mais pas avec le sujet. Il se fait avec le complément d'objet direct. Et seulement, attention, seulement si ce complément est placé avant le verbe. C'est la règle célèbre du français et elle est parfaitement résumée ici. Bon, maintenant qu'on sait construire des phrases qui tiennent la route, on va prendre un peu de recul. On va regarder comment ces phrases s'organisent pour former un texte complet. C'est un peu comme si on passait des briques et du ciment au plan de l'architecte. Pour analyser un récit, un des outils les plus utiles, c'est le schéma narratif. C'est un squelette en 5 étapes, une sorte de recette de base pour des milliers d'histoires. Une fois qu'on connaît ce schéma, on le voit partout, des contes de fées aux films d'action. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le petit chaperon rouge. La situation de départ, tranquille, une petite fille part voir sa grand-mère. C'est stable. L'élément qui vient tout chambouler, bam, elle rencontre le loup. Les péripéties, c'est toute l'aventure, les ruses du loup, le dialogue bizarre chez la grand-mère, le dénouement, le chasseur arrive et sauve tout le monde. Et la situation finale, tout le monde est sain et sauf, la situation est de nouveau stable. C'est aussi simple que ça. Une autre chose super importante sur le plan, c'est de se demander qui tient la caméra. C'est ce qu'on appelle le point de vue. Est-ce que le narrateur c'est tout, même les pensées des personnages, ça c'est omniscient? Est-ce qu'on est dans la tête d'un seul personnage et on ne voit que ce qu'il voit, ça c'est interne? Ou est-ce qu'on observe la scène de l'extérieur comme une caméra de surveillance sans savoir ce que pensent les gens? Ça c'est externe.
Ce choix change radicalement notre expérience de lecteur. Voilà, on arrive à la dernière étape de notre construction. La maison est bâtie, elle est solide. Maintenant, on passe à la décoration, aux finitions, ce qui va lui donner tout son caractère et son âme. Par exemple, quand on lit un texte qui utilise « je », il y a une question toute bête, mais essentielle à se poser. Qui est ce « je » ? Si c'est l'auteur qui raconte sa propre vie, on a une autobiographie. C'est un pacte de vérité. L'auteur, le narrateur et le personnage principal sont la même personne. Mais si l'auteur raconte la vie de quelqu'un d'autre, c'est une biographie. Cette petite distinction change tout. Et la poésie alors ? Eh bien, elle a aussi ses propres matériaux de construction. Le vers, ce n'est pas juste une ligne sur une page, c'est une unité de souffle, de rythme. La strophe, ce n'est pas un simple paragraphe, c'est une unité de sens et d'image. Et la rime, bien sûr, c'est ce qui crée la musique du poème, des échos qui relient les mots et les idées entre eux. C'est de la véritable architecture sonore. Mais au-delà de toutes ces règles, de toutes ces structures, il y a la touche finale, la vraie magie. Ce sont les figures de style. Ce sont des façons créatives et surprenantes d'utiliser les mots pour créer un effet beaucoup plus puissant. Prenez cette phrase par exemple. « Cet océan de blé est superbe ». Bien sûr, on sait tous qu'il n'y a pas d'eau dans le champ. Mais l'image, elle est immédiate, on la ressent. On voit l'immensité, on imagine le vent qui fait onduler les épis. C'est plus fort que de juste dire « ce champ de blé est très grand ». Voilà, ça c'est la puissance d'une métaphore. On ne se contente pas de comparer avec comme, on fusionne deux réalités, l'océan et le champ, pour en créer une troisième dans notre esprit qui est bien plus riche et poétique. Ou encore cet exemple célèbre, le noir soleil de la mélancolie. Un soleil noir, logiquement c'est impossible, ça se contredit. Et c'est justement ça qui est génial. C'est ce qu'on appelle un oxymore. En associant deux mots opposés, on crée une image d'une force incroyable pour décrire une émotion complexe. Une tristesse qui est à la fois sombre et aveuglante. Finalement, tout ce parcours nous ramène à cette question. La langue française, est-ce un code, un système logique qu'il faut analyser pour le comprendre, ou est-ce plutôt une toile, une palette de couleurs pour exprimer des émotions ? La réponse, bien sûr, c'est que c'est les deux à la fois. Un code magnifique qui nous sert à peindre le monde.